les grossesses précoces. Il faut savoir en fait que c'est l'une des causes majeures d'abandon scolaire. 30 à 40% des filles aujourd'hui, 20% des femmes qui ont entre 15 et 19 ans ont déjà été enceintes. C'est 25% en milieu rural et 13% en milieu urbain. Et au niveau du risque vital, sur l'ensemble des décès maternels enregistrés, 29% concernent les adolescentes. Si je vous partage ces statistiques, c'est justement pour vous dire, nous ne voulons précisément pas que nos adolescentes tombent enceintes. La majorité de ces cas, ce sont des violences basées sur le genre. Ce n'est pas juste des filles qui ont les têtes en l'air. Donc on est là face à une situation absolument dramatique en termes de société et en termes de santé. Donc nous devons tous faire en sorte que justement que les filles, les adolescentes, ne tombent précisément pas enceintes. Parce qu'elles le sont, mais c'est une double peine de leur dire, eh ben, tu sais quoi, tu vas arrêter tes études parce que tu es tombée enceinte. C'est une double peine. La Constitution qui dit qu'il faut une éducation pour tous, pour toutes et tous, nous ne pouvons pas mettre à l'écart nos filles parce qu'elles seraient tombées enceintes. Que plus tard les filles restent à l'école, eh ben, ça crée une meilleure société. Parce qu'elles acquièrent des compétences, des connaissances, des savoirs, elles peuvent se prendre en charge elles prennent en charge l'enfant qu'elles ont eu et elles prennent en charge la communauté. Chez nous, au niveau de l'inspection, une femme, inspecteur, qui nous raconte que sa fille est tombée enceinte pendant qu'elle était à l'école. Elle a chassé sa fille. Sa fille est partie au niveau de la famille de l'homme qui était responsable. La fille a accouché, elle a repris les cours. Cette fille a fini ses secondaires, elle a fini l'université, cette femme, et c'est aujourd'hui elle qui soutient notamment sa mère et sa famille. Et sa mère m'a dit qu'elle avait honte et qu'elle regrettait la manière dont elle s'était comportée avec sa fille, de l'avoir ainsi traitée lorsqu'elle était tombée enceinte. Alors, comment vous abordez la question avec les écoles conventionnées à la fois catholiques, protestantes ou kimbanguistes? Et aujourd'hui, avec l'émergence des réseaux sociaux et tout ce qu'offrent les médias, nos enfants, disons-le franchement, ont accès à des matériaux sexuels un peu plus tôt. Est-ce qu'il y a de la place pour parler des contraceptions sans hypocrisie à l'école? Nous, au niveau du ministère, on est en train de réformer les programmes d'éducation à la vie courante. Très bien. On va mettre en place des clubs de filles, où ça va être l'occasion où ce type de problématiques vont être développées. Une éducation sexuelle complète, on va vers un accès aux services de santé reproductive, donc c'est pour ça qu'on a une collaboration avec le ministère de la Santé, et puis on a la lutte contre les violences basées sur le genre, qui est un élément essentiel. L'école, justement, c'est ce lieu où on peut discuter pour mettre en fait un caractère scientifique autour de ça, tout en respectant évidemment des sensibilités, parce qu'on peut comprendre qu'on ait des sensibilités religieuses. Mais ici, c'est une question de santé publique. Absolument. Et c'est surtout s'assurer que l'on ne soit pas, qu'on ne donne pas de double peine à ces filles. Donc on doit encadrer, on doit l'empêcher, parce que comme je vous dis, moi je ne veux pas perdre mes filles qui vont à l'école. Je veux qu'elles aillent à l'école, qu'elles y restent et qu'elles y restent le plus loin possible. Et je travaille sur ça avec l'ensemble de mon administration et tous les partenaires de l'éducation. L'école est un lieu qui doit être sûr pour nos élèves. Vous avez l'enceinte de votre école et puis vous construisez quoi à côté? Un hôtel. On vient de parler de la problématique des filles enceintes. Donc vous êtes justement en train de créer des conditions où vous mettez en insécurité l'école. Et pour empêcher ça, parce que l'école doit rester pour nous un sanctuaire qui sert à l'éducation, où les élèves, les enseignants et tout le monde se sent en sécurité, et qu'on doit absolument éloigner de l'école tout ce qui peut représenter un danger. Du haut de cette tribune, quand on a reçu les vice-premiers ministres de l'Intérieur, Jacques Méchabani, il a dit ceci: dans les territoires occupés par l'ennemi, les élèves ne bénéficient pas de la gratuité de l'enseignement. Est-ce un aveu d'échec ou encore il y a des mécanismes qui seront mis en place pour suppléer à cette problématique qui risquerait
de créer des précédents fâcheux. Le VPM intérieur, en fait, il a exprimé plutôt son empathie. Il n'a pas déclaré, il a juste dit qu'il exprimait plutôt presque son désarroi de cette situation. Mais ici, on ne peut en aucune manière dire que le gouvernement, je l'ai réaffirmé, renonce à la gratuité. C'est parce qu'il sait les souffrances, il sait les difficultés. La gratuité de l'enseignement primaire public reste d'actualité sur l'ensemble du territoire. Le gouvernement va continuer de payer les enseignants de Nord Kivu 1, Nord Kivu 3, les frais de fonctionnement des écoles, et nous demandons que cet arrêté soit retiré, qu'ils en reviennent strictement aux directives que j'ai partagées à tous nos gouverneurs sur tout le territoire. Donc ici, ne vous inquiétez pas, les populations ne doivent pas s'inquiéter, l'opinion publique non plus. Nous sommes toujours dans le cadre de la gratuité, et puis de toute façon, même si on le voulait, on ne pourrait pas. C'est la Constitution qui le dit. Donc maintenant qu'on l'a appris, on continue. J'espère que c'est bien clair pour vous. Ouais, j'espère que c'est bien clair pour vous et que le VPMC qui disait c'était la conséquence des décisions illégales qui ont été prises et qui doivent être annulées par les forces d'occupation. Il y a de plaintes qui se multiplient de la part de parents et bien entendu aussi des tuteurs qui dénoncent l'imposition d'achat parfois des uniformes ou encore de certaines fournitures scolaires dans des écoles, parfois à des prix vraiment exorbitants, impose même aux parents d'acheter des chaussettes pour leurs enfants. À quel moment le gouvernement compte-t-il taper le poing sur la table pour mettre fin? Vous avez annoncé le projet d'intégration de nos 4 langues nationales, à savoir le Lingala, le Swahili, le Kikongo et le Tsholuba, dans le programme, dans le système de l'enseignement congolais. Toutes les plaintes que l'on reçoit qui sont faites, il va y avoir un rappel à l'ordre au niveau des provinces qui sont concernées. Mais le ministre n'écrit pas à l'école. Le ministre écrit aux gouverneurs de province. Les gouverneurs de province doivent relayer l'information. Nous avons les PROVED, les IPP, et qui relaient l'information et les inspecteurs s'en occupent. Donc vous pouvez être rassurés que toutes les plaintes qui seront déposées au niveau du ministère, au niveau des structures provinciales, seront traitées. Mais soyez rassurés que le ministère, systématiquement au niveau national, rappelle les directives, définit quels sont les frais qui peuvent être demandés, ceux qui ne peuvent pas l'être. Pour ce qui est de l'intégration des langues nationales dans notre système éducatif, comme je vous le disais, c'est sûr que l'on doit le faire. Et en plus, pour moi, on doit le faire, ça veut dire que l'on doit permettre à ce que quelqu'un puisse suivre, un élève puisse suivre l'ensemble de son cursus dans nos langues, dans une des langues, tout en maintenant le français qui reste la langue officielle. Mais pour qu'on puisse le faire, en réalité, ce n'est pas l'éducation nationale qui doit commencer, c'est l'enseignement supérieur universitaire. Parce que ce qu'il faut, c'est former les enseignants. Donc on doit travailler au niveau de la formation initiale des enseignants pour qu'on intègre cela. Et puis, comme ça, l'éducation nationale, qui est déjà en train de le faire, parce que quand nous avons réformé les programmes du domaine d'apprentissage des sciences, toutes les banques de situation avaient toutes été traduites dans les 4 langues nationales. Mais on voit bien que si les enseignants ne sont pas formés, je peux l'imposer, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est une collaboration et un travail qu'on doit encore faire, moi et les SU, de s'assurer qu'au niveau de la formation initiale des enseignants, on commence à intégrer l'enseignement dans les langues. Premier levier. Le deuxième, les arts et les médias. Parce que pour enseigner, on a besoin de ressources pédagogiques. Et donc, il faut qu'il y ait une multitude de ressources pédagogiques dans nos langues pour qu'elles soient en fait utilisées au niveau de l'école pour pouvoir renforcer ou développer les apprentissages. Donc, il y a une responsabilité en termes de la société, donc en termes de nos écrivains, en termes de programmes à la télévision, qui doivent en fait se faire de plus en plus dans les langues nationales, qui vont aller comme ça soutenir l'intégration et l'enseignement dans ces langues. Et puis le ministère, ça vous pouvez être sûr, chaque fois que nous développons les programmes, les banques de situation, nous on les traduit systématiquement. Mais donc ce n'est pas seulement l'affaire de l'éducation nationale qui ne devrait pas l'imposer directement parce que le système doit être prêt à le faire. Et donc on va travailler avec ESU et c'est toute la communauté qui doit nous aider. Mais vous pouvez être certain que lorsque l'on va basculer et en arriver à avoir un enseignement dans nos langues, il va y avoir une accélération supplémentaire. Et ça, vous savez que ça peut marcher très bien avec l'IA. Justement, on en revient à l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que j'ai besoin qu'il y ait des développeurs
pour l'intelligence artificielle et des développeurs congolais, parce qu'on peut justement développer les algorithmes qui permettent d'avoir cet apprentissage directement dans nos 4 langues, qui permettent de promouvoir notamment nos 4 langues, et donc ça va accélérer cet enseignement, quand bien même l'enseignant, lui, continuerait à donner les cours en français. Donc c'est l'utilisation de la technologie, en plus de mesures officielles que je dois qui doivent être mises en place au niveau de l'enseignement supérieur universitaire, et c'est l'ensemble de ces actions qui va faire que l'on va basculer. Donc on le prépare, c'est certain, ça va arriver, c'est sûr, parce que je pense que la population est plus ouverte. En 2019-20, lorsque je parlais de ça, tout le monde était contre. Hein. Personne ne voulait que l'on intègre les langues nationales, sauf dans le primaire. Au primaire, on est dans les langues nationales, puis on bascule au français. Mais les gens n'étaient pas encore ouverts. Je suis contente ici que j'ai une question, que la première fois que je suis venue, qui me soit posée aussi, c'est que je suis rassurée que l'opinion publique est maintenant ouverte à l'idée que l'on puisse basculer. Ce sera plus facile. Après, ce n'est qu'une question de technologie. Madame la ministre, vous allez continuer. Vous parlez beaucoup des technologies. Vous parlez beaucoup de l'IA. Mais lorsqu'on parle de l'IA aujourd'hui, on parle ChatGPT, on dit que c'est abrutissant, passez-moi l'expression, pour les enfants. On risque du copier-coller. Et donc, les applications de l'IA dont vous parlez, il faut peut-être être un peu plus spécifique. Alors, vous savez, toutes les technologies ont eu cette critique en termes de cet abrutissant. Quand la calculatrice est arrivée, qu'est-ce qu'on a dit? Et donc, quand l'ordinateur est arrivé, qu'est-ce qu'on a dit? Et donc, je pense que l'arrivée de cette technologie, qu'elle suscite de la peur, quel est le sentiment qu'il va avoir une perte en termes de certaines compétences, c'est normal. Toutes les technologies ont eu ça. Mais ce qu'il y a, c'est que ça permet de développer d'autres types de compétences, précisément. Et c'est tout le travail de l'éducation et de la pédagogie, de pouvoir voir comment est-ce qu'on peut utiliser le mieux cet outil pour pouvoir développer. Mais pensez que vous n'aurez plus à l'utiliser ou que vos enfants ne vont pas s'en servir, c'est une illusion. L'IA est là, elle va s'imposer à nous de plus en plus. En réalité, ce qui nous est donné à nous en tant que société congolaise, dans notre système éducatif, c'est d'accélérer maintenant son assimilation, de former autant les adultes, les professionnels que vous êtes, que les enfants à son utilisation. Autrement, elle va devenir plus un danger qu'elle ne sera une opportunité. Donc nous n'avons pas le choix de nous impliquer. Et quand je dis de nous impliquer, c'est s'il vous plaît, mesdames et messieurs, chers parents, il faut que l'on ait un maximum de jeunes qui vont justement dans ces filières, notamment en informatique, en mathématiques, etc., parce qu'on a besoin de ce type de profil pour développer les algorithmes qui nous ressemblent. Si on ne le fait pas, c'est là que cela représente un danger. Mais il faut aussi un accompagnement des parents, des éducateurs, pour ne pas que l'enfant n'aille que dans la machine et qu'il ne fasse pas d'autres activités. Donc il y a une complémentarité à avoir. Un dosage, il y a aussi, je pense... Mais il y aura des nouvelles compétences. C'est sûr qu'il y a des compétences que l'on perd et on a d'autres que l'on gagne. Autant on doit faire une éducation aux médias, parce qu'il y en a de nouveaux qui apparaissent, autant on doit faire une éducation à l'IA, parce que si ce n'est pas encadré, évidemment, il y a des risques comme avec toute technologie. Mais sachez qu'elle est là et qu'il faut l'utiliser. Donc, dans tous les cas, il faut la prendre maintenant et l'intégrer à la fois en termes d'éducation à la maison qu'au niveau de l'école. En tout cas, l'école se prépare. On y travaille et on va continuer à le faire, mais c'est un travail collectif, c'est toute la société qui doit collaborer avec nous. Donc, mesdames, messieurs les professionnels des médias, c'est très important que vous développiez vraiment une culture, que vous appreniez à vous en servir le mieux, pas seulement pour améliorer la qualité des textes, parce qu'en fait, il ne s'agit pas juste que d'améliorer la qualité des textes que l'on produit, mais ça peut vraiment être une aide puissante en termes de réflexion, en termes de recherche, en termes d'innovation. Et c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Avec l'ARISCOM, nous avons évidemment participé à un atelier qui parlait de l'application de l'intelligence artificielle pour les médias. Et je pense aussi que ce n'est pas perdu. On peut imaginer des modules, notamment qu'on peut mettre sur la télévision nationale pour une initiation basique à toutes ces questions. Il y avait un deuxième volet dans la question de Welcome. La gratuité semble être détournée par certaines écoles conventionnées qui imposent d'autres conditions telles que les uniformes, les modèles des chaussures. Quelle évaluation faites-vous de cette situation? Alors,
à ce propos-là, donc, je tiens à rappeler qu'il y a des directives que j'ai signées, que j'ai rappelées encore à l'ensemble des provinces, qui dit bien quels sont le type de frais qui peuvent être demandés et ce qui ne peuvent pas l'être. Et donc ici, toutes les autorités provinciales doivent faire le travail pour empêcher qu'il y ait justement des détournements de la gratuité. On doit respecter strictement les directives qui sont données par le niveau national et qui ont été rappelées plusieurs fois. Vous savez, ici, fin août, nous avons eu la revue annuelle de performance du ministère où il y avait justement tous les ministres provinciaux de l'éducation. On avait tous les brevets, tous les IPP qui étaient là. Et donc, c'était l'occasion également de rappeler cela. Donc ici, je réinsiste bien, les directives qui sont définies par le ministère au niveau national et qui sont envoyées à toutes les provinces doivent être appliquées strictement. Alors, je n'ai pas vu sur les réseaux sociaux ce dont vous avez parlé par rapport à l'allocation des salaires et des primes. Sachez que le ministère veille toujours à ce que les salaires et les primes des enseignants soient payés, qu'ils soient payés à temps. Nous savons que nous avons qui peut avoir des difficultés avec quelques agents payeurs sur lesquels nous travaillons et lorsque nous découvrons une activité, nous agissons. Mais côté gouvernement, le gouvernement ne fait pas de distinction, il respecte strictement ce qui a été défini, donc il paye les salaires et il paye les primes sans déroger à cette règle. Cela dit, il y a quand même un élément important, c'est qu'il faut savoir, c'est que nous allons lancer à partir de la semaine prochaine une mission de nettoyage du fichier de paye, ce qui va donc permettre d'avoir une meilleure rationalisation des ressources au sein du ministère, notamment d'identifier les fictifs, autant pour ce qui est d'enseignants et des écoles, de manière à récupérer des ressources pour assurer le paiement, notamment des enseignants qui sont actuellement non payés. Donc je veux ici réaffirmer et confirmer l'engagement du gouvernement de payer, en l'occurrence, tous les enseignants, de toujours payer les primes. S'il y a une difficulté lorsqu'elle nous est rapportée, nous apportons les solutions lorsque c'est nécessaire. Et en plus, on va faire une meilleure gestion de nos ressources de manière à récupérer de l'argent et pouvoir payer nos enseignants qui sont actuellement non payés et identifier ceux qui sont nouvelles unités. Merci. Alors, il y avait, Madame la ministre, c'était une question qui revient souvent. Comment sont pris en charge les enseignants qui sont dans les provinces occupées ? Alors, ce qu'il y a, c'est que le ministère, en fait, il faut savoir que ceux qui payent, ce sont des agents payeurs. Donc le ministère, le gouvernement libère les ressources auprès des différents agents payeurs, qui sont les banques, et puis les banques et ces différents agents payeurs organisent le paiement. Pour les zones qui sont occupées, il faut savoir que l'on met beaucoup l'accent sur le paiement en ligne, via mobile. Et donc, comme on dit, il faut savoir profiter d'une bonne crise. L'avantage, c'est que ça permet justement une plus grande digitalisation et de pouvoir assurer un paiement mobile de nos enseignants, ce qui est mieux, parce que du coup, ça évite qu'il y ait des personnes qui prennent de l'argent entre la transaction, et ça, on veut absolument éviter. Donc, on veut que l'enseignant identifié reçoive directement son argent sur son compte mobile, et comme ça, il sait s'organiser. C'est ce que l'on va faire, c'est ce que l'on fait, et c'est ce qu'on va généraliser au fur et à mesure sur l'ensemble du territoire. Donc, le paiement par la banque et le paiement en ligne, c'est la meilleure solution pour, on parle des zones occupées, mais des zones rurales, des zones difficiles, il y a des zones difficiles d'accès, des zones où il n'y a pas de banque, mais par contre où on a le réseau mobile. Donc c'est vers ça que nous allons. On veut vraiment s'assurer, la règle et l'administration, je leur dis à chaque fois, assurez-vous que l'enseignant reçoit ce qu'on lui doit, qu'il n'y ait pas de perte, qu'il n'y ait pas de faux frais qui soient retirés. Il faut que l'enseignant reçoive exactement ce qui lui est dû, qu'il le reçoive le plus rapidement possible, parce que nous ne pouvons pas nous permettre qu'un enseignant perde du temps parce qu'il doit aller toucher son salaire, perdre du temps parce qu'il est frustré le fait de ne pas avoir reçu son argent. Et ça, la solution, c'est la digitalisation, c'est le paiement en ligne, quoi. Donc on va aller vers une généralisation au fur et à mesure de ce système. C'est clair qu'ici, il faut casser, Madame la ministre d'État, justement, cette campagne mensongère qui veut faire croire que les professeurs ou les enseignants qui sont dans les provinces sous occupation sont délaissés, entre guillemets, par le gouvernement. Et pourtant, je le rappelle, que chaque fois, et tous les vendredis en Conseil de ministres, le ministre est de la Défense, le ministre est de l'Intérieur, le ministre est de la Santé. Les premiers sujets que nous abordons, c'est la situation dans les provinces sous occupation. Et donc, nous traitons les sujets qui relèvent de ces provinces avec la sensibilité et l'urgence qu'il faut. Parce que nous savons, et la ministre d'État le disait tout à l'heure, que comment voulez-vous demander aux parents
qui ont été traumatisés. N'oubliez pas, Madame la ministre d'État, que nous avions fait avec vous plus ou moins les bilans des nombres d'écoles qui ont été affectées, 2599, qui concernaient plus d'1 million d'enfants. N'oubliez pas qu'il y a eu des recrutements forcés des enfants, des élèves, que des parents étaient déjà dans un état de panique pour envoyer leurs enfants à l'école. Donc, c'est des parents qui sont dans cet état, au-delà de la gouvernance par crime, de toutes les libertés qui sont restreintes, à qui on veut imposer une corvée de plus. Lorsque nous, il y a quelques mois, pendant les préparatifs des examens d'État, on s'est assuré encore une fois d'alléger la tâche qui est la leur. Donc, il faut faire attention à cette manipulation parce que nous savons tous comment fonctionne la coalition meurtrière avec cette industrie du mensonge. Mais vous avez compris que le mensonge ne remplacera jamais la vérité et c'est celle qui a été dite ce soir par la ministre d'État. Allez-y, Monsieur Welcome, pour vos questions. Pour ce qui concerne l'intelligence artificielle, nous n'avons pas commencé maintenant. J'allais dire, on n'en est pas notre premier coup. Déjà, dans les années 2020-2021, dans le cadre du projet qui a amélioré les programmes du domaine d'apprentissage des sciences, on avait testé déjà un logiciel, un algorithme d'intelligence artificielle pour l'enseignement des mathématiques en 7e et 8e année de l'éducation de base. Et on l'avait testé dans 6 provinces, dans 6 villes, donc c'était Mbandaka, Chikapa, Kinshasa, Lubumbashi, enfin j'ai oublié, enfin bref, donc dans 6 villes, et pas seulement, vous voyez, c'est pas seulement Lubumbashi et Kinshasa, mais c'était Kikwit, c'était Chikapa, c'était Mbandaka, où on avait testé ce logiciel, cet algorithme. Et l'avantage de l'AI, c'est que de l'IA, avec cet algorithme, c'est qu'on peut s'adapter à la vitesse d'apprentissage, permettez-moi de le dire comme ça, de l'enfant. Donc on sait que lorsqu'on a une classe de 20, tous les enfants ne sont certainement pas au même niveau. Il y en a qui sont en retard, d'autres qui avancent. Pour un enseignant, c'est compliqué de devoir s'occuper individuellement, surtout que dans notre cas, ce n'est pas des classes de 20. Donc on a des classes 40, 50, parfois 60. Et donc c'est assez difficile pour un enseignant de s'en occuper. Et donc le principe était de mettre, OK, il y a 1 heure où chaque enfant est avec l'algorithme, et le reste du temps, c'était pour le cours de maths, le prof continue à donner son cours de manière tout à fait normale. Et bien, on s'est rendu compte qu'en utilisant cet algorithme, et ben, en 6 mois, on pouvait gagner jusqu'à 2 ans et demi d'âge mathématique. Et donc, les enfants, qu'importe le niveau où ils étaient, ils allaient beaucoup plus vite avec ce système. Donc c'est là qu'on s'est vraiment rendu compte que c'est absolument ça l'avenir, parce que nous avons des enfants, on sait qu'on a un énorme retard au niveau de nos apprentissages, donc avec un tel type d'algorithme, on va à la vitesse de l'enfant, on s'adapte exactement à l'enfant, et comme ça permet de pouvoir rapidement récupérer le retard, et ça permet à l'enseignant de continuer à travailler sans avoir une charge lourde sur son travail. Donc, malheureusement, ou on va dire heureusement, voilà, je veux dire, le projet s'est arrêté, mais au moins nous avions l'information. Maintenant que le ministère a l'information avec ce pilote, l'idée c'est la généralisation. Et pour ça, j'ai signé justement en 2025 l'arrêté qui permet d'instaurer l'enseignement à distance, donc qui le rend légal, et on a mis en place des mesures d'accompagnement. Alors, on ne peut pas fonctionner d'un coup, mais nous, ce que l'on veut, c'est appliquer le principe de la tâche d'huile. Donc, on va identifier des lieux que l'on va équiper, qu'on va installer les machines, on va installer ce type d'algorithme, on va améliorer la qualité de l'enseignement à cet endroit-là, et puis on va s'occuper au fur et à mesure des autres phases qui en ont besoin. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, on peut avoir accès à l'électricité, par exemple, facilement dans les grandes villes, alors qu'en milieu rural, c'est beaucoup plus difficile. Mais là encore, heureusement pour nous, la technologie avance. En 2021, j'avais fait la géolocalisation de l'ensemble des écoles secondaires, on ne voyait que l'accès à Internet via le mobile, mais maintenant on a Internet avec le satellite. Je ne veux pas faire de la pub pour une marque en particulier, mais cela nous permet, c'est la stratégie que nous avons mis en place, on va équiper ce type de kit justement dans les milieux qui sont semi-ruraux et ruraux, qui vont donc donner accès à Internet. Et quand on aura accès à Internet, on va pouvoir installer des algorithmes, des outils d'intelligence artificielle. Ce que je veux juste insister, que l'enseignement à distance, ce n'est pas que ça.
Ça, l'enseignement à distance, c'est aussi la télé, c'est aussi la radio, c'est aussi les courriers, parce qu'on s'adapte en fait à toutes les situations et en fonction, on améliore les choses. Donc, le problème d'aller dans un système, du moins, c'est de se dire, c'est pas parce que c'est difficile que je n'agis pas, mais je planifie l'ensemble des actions. Il y a les premiers qui vont bénéficier de quelque chose, puis les suivants vont en bénéficier quand nous aurions stabilisé la situation auprès d'une province ou d'un territoire. Donc voilà comment est-ce que nous travaillons pour réduire les inégalités. Il est important d'abord de créer le cadre légal, et l'arrêté de l'enseignement à distance a créé ce cadre légal. On a les mesures d'accompagnement de cet enseignement. On a le plan quinquennal qui justement précise que l'on doit installer ce type de technologie. Et donc, nous-mêmes et avec nos partenaires, on va les installer pour arriver que quand on arrive en 2029, on a augmenté le plus possible la couverture sur l'ensemble de notre territoire. Et aujourd'hui, la technologie avance. On a des nouveaux outils comme Internet via satellite. Donc, ça va aller beaucoup plus vite. Ce qu'il y a, c'est que le message que je cherche à faire passer quand j'utilise la technologie, c'est que justement, comme elle avance vite, on doit la prendre et rapidement la déployer de manière à accélérer le développement de notre pays, ce qui est notre objectif. Sur l'intelligence artificielle encore, laissez-moi vous dire que c'est dans les programmes scolaires. Donc dans les programmes du domaine d'apprentissage des sciences, au niveau des humanités scientifiques, on a intégré aussi tous les fondements pour que nos enfants comprennent l'IA, apprennent à l'utiliser et puis soient eux-mêmes plus tard des développeurs, parce qu'on veut éviter d'être simplement des consommateurs d'une technologie, on veut pouvoir aussi l'améliorer, parce qu'en l'occurrence, l'IA est une technologie qui nécessite que nous participions tous. Si on ne laisse que les autres la développer, l'IA peut être contre nous. Donc il est absolument important que nous augmentions le nombre d'élèves, le nombre de jeunes qui vont dans ces disciplines, notamment le nombre de femmes qui y vont. Comme ça, on peut développer des algorithmes qui nous ressemblent, qui travaillent pour nous plutôt que le contraire. Alors comment est-ce qu'on va arriver pour que chaque enseignant on mesure en fait que chaque enseignant ait l'expertise nécessaire pour donner les connaissances. Là, ici, il faut savoir que nous avons déjà une réforme au niveau de nos humanités pédagogiques. Vous savez, aujourd'hui, quand quelqu'un est diplômé d'examen d'État, il peut aller donner cours dans l'enseignement primaire. Ça doit s'arrêter. Il faut en réalité qu'il puisse au moins avoir 3 ans après l'examen d'État, un diplôme équivalent du supérieur pour qu'il puisse aller donner cours dans nos écoles primaires. Donc on a fait cette réforme des humanités pédagogiques. On est d'ailleurs en train de construire les premiers instituts de formation des maîtres qui sont basés sur ça. Donc on agit donc sur la formation initiale de nos enseignants. Maintenant, il y a la formation continue, tous les enseignants qui sont là. Et là aussi, le ministère est en train de développer autant une plateforme pour permettre à ce qu'il y ait l'enseignement à distance, parce que comme vous dites, on est dans une telle capacité que si on fait un schéma classique, il faut physiquement se déplacer, on ne pourra jamais atteindre tous nos enseignants partout. C'est pour ça que ce dispositif d'enseignement à distance est important. Il va non seulement servir aux élèves de continuer à apprendre, à acquérir les connaissances et compétences sur le programme, mais il va également permettre aux enseignants d'être formés. Ensuite, nous travaillons avec l'inspection. Si notre inspection n'est pas forte, elle ne sait pas faire le suivi des enseignants. Et donc, on commence à travailler avec l'inspection générale pour qu'il y ait déjà plus d'inspecteurs, parce qu'on n'a pas suffisamment d'inspecteurs. Donc, on va lancer le concours des inspecteurs cette année pour en recruter des nouveaux. On va former les inspecteurs, donc ils ne sont plus des policiers. L'inspecteur vient avec justement une aide pédagogique, il devient un coach. Il accompagne l'enseignant pour améliorer les choses. Donc, on va renforcer l'inspecteur et on va justement, dans les outils que les inspecteurs vont recevoir, on va pouvoir coter en temps réel les enseignants, ce qui va nous permettre de savoir où est-ce qu'il y a le plus de difficultés et où est-ce que l'on doit concentrer le plus possible nos ressources. Il faut savoir aussi par rapport au renforcement de capacité des enseignants, nous avons mis en place ce qu'on appelle des réseaux de proximité. C'est-à-dire que nous croyons en fait en la formation par les pairs. Donc vous savez bien, il y a des écoles où on a d'excellents enseignants et autour, on a des écoles où les enseignants ont un peu plus de difficultés. Et bien dans le réseau d'écoles de proximité, ça permet à tous ces enseignants de se rassembler, de partager les bonnes pratiques, de discuter des directives qui sont mises par le ministère, les programmes, etc. Et comme ça, d'améliorer les choses. Donc, en résumé, le REP, le réseau d'écoles de proximité, l'enseignement à distance et également la politique que nous venons de valider sur la formation continue des enseignants va nous aider, et l'appui aux inspecteurs va nous aider de vérifier, de contrôler et d'apporter l'appui là où c'est nécessaire pour que d'ici 5 ans, on atteigne bien l'objectif que nous nous sommes fixés dans notre plan quinquennal, quoi.